Bonjour à toutes et à tous. Alors je sais que ce n'est pas moi que vous êtes venus écouter, mais je vais essayer de faire très court. Je tenais à vous souhaiter la bienvenue pour la première rencontre d'un cycle de conférences qui a été organisé, enfin qu'on est en train d'organiser. Je tiens à remercier Hervé Brochurieux et Patrice Kermorvan qui ont tout de suite adhéré à ce projet et qui ont été très réactifs pour permettre son organisation. Alors, l'objectif de ce cycle de conférences, c'est de vous permettre de développer votre culture d'entreprise en échangeant directement avec des décideurs du monde économique autour de sujets d'entreprise très concrets et très réels. L'idée de tout ça, c'est que vous soyez aussi acteurs de votre formation, c'est-à-dire que nous, on fait 50% du chemin en vous organisant ces rencontres. Les 50% du chemin restant, si on veut vraiment tirer le maximum de profit de ce genre d'initiative, c'est à vous de les faire. Et je dirais que ces rencontres seront ce que vous allez en faire de ces 50%. Et vous verrez que les intervenants vont faire une présentation générale, mais la plus-value de leur intervention sera directement liée à la qualité de vos questions. Alors pour cette première, nous avons l'honneur de recevoir Éric Tomaszek, qui est fondateur et PDG de la société IREC Ticketing Technology, et qui a vraiment accepté d'essuyer les plâtres et de consacrer une après-midi de son temps pour venir partager, avec vous son expérience et en particulier l'histoire de son bébé, de la société qu'il a fondée. Voilà. Écoutez, les règles du jeu sont assez simples. Éric Tomaszek va commencer par une présentation très générale d'un petit quart d'heure. Et puis après, la parole sera à vous à travers vos questions. On a déjà prévu avec les étudiants de la licence Cégide un certain nombre de questions sur la stratégie, le modèle économique, le marché bien entendu, et puis les ressources humaines et surtout les ressources financières. Mais je dirais que la parole est libre et vos questions à toutes et à tous sont les bienvenues. Voilà, je vous demande d'encourager et d'accueillir avec vos applaudissements Éric Tomaszek, et je lui cède la parole. Merci de votre accueil. Effectivement, Mehdi, comme l'a dit Mehdi, non, je ne viens pas consacrer, mais je viens partager avec vous une après-midi de mon temps, parce que je pense que c'est important pour vous de savoir où vous allez, comme pour moi, je me suis posé la question à votre âge, et peut-être un peu antérieurement, parce qu'avant de parler d'IREC, je vais juste vous parler d'où est venue l'idée de créer IREC. Et pour revenir à l'âge un peu plus jeune que le vôtre, qui était l'adolescence, 14-15 ans, je ne savais pas ce que je ferais de ma vie, mais je savais que je voulais créer mon entreprise. Alors il y en a qui va être pompier, il y en a qui va être docteur. Moi je ne savais pas dans quoi, je ne savais vraiment pas. Je suis un passionné d'automobile, je voulais peut-être créer quelque chose dans l'automobile, mais je savais que je voulais créer mon entreprise. Donc en plus, étant issu d'un milieu ouvrier, donc j'avais pas devant moi le regard d'un père ou d'une mère qui aurait pu me donner ce regard-là, mais j'avais envie de ça. Donc toute ma suite de vie, au moment où j'ai créé mon entreprise, a été un peu conditionnée par ça. Donc voilà, on a tous un moment, un désir fort de faire quelque chose de sa vie, et c'est celui que moi j'ai eu dès 14 ans. Après, j'ai eu la chance, je dis bien la chance, parce que j'ai fait partie des premiers. Alors je ne vous donne pas mon âge, vous allez pouvoir le deviner après par déduction. J'étais parmi les premiers à faire partie de ce que l'Éducation nationale faisait à l'époque, les premières sessions d'informatique. Donc c'était des enseignements d'État. Et donc j'ai été parmi les premiers diplômés baccalauréat d'informatique en France. Et derrière ça, donc vous voyez comme quoi à une époque on pouvait encore faire quelque chose avec un baccalauréat.
On est venu me chercher, les entreprises sont venues me chercher, j'ai commencé mon cycle en entreprise tout de suite. Et de là, après, donc j'ai fait 5-6 ans en entreprise et j'ai décidé à un moment de réaliser mon rêve, donc de devenir moi-même un petit chef d'entreprise. C'est-à-dire que je me suis mis, comme toutes les belles aventures dont on peut parler parfois, un bureau dans une chambre à coucher, ce qui est vrai, je vous assure que c'est vrai. Et de ce petit bureau que j'ai commencé à créer en 85, voyez, j'ai abouti à faire ce qui est devenu aujourd'hui une entreprise au niveau international avec un peu plus de 150 collaborateurs, avec une filiale en Chine et puis d'autres implantations partout. Alors tout ceci, c'est pas fait comme ça, comme dans un rêve ou comme ça peut se faire maintenant. Aujourd'hui, dans les nouvelles générations, on parle de start-up, on parle de trouver des moyens financiers pour pouvoir créer ses idées et ses rêves. Moi, j'étais dans une entreprise traditionnelle, donc il a fallu développer avec de l'autofinancement, de temps en temps trouver des concours bancaires, enfin, des choses qui aujourd'hui sont peut-être moins évidentes pour les jeunes actuels qui se créent, mais il y a aussi une possibilité, indépendamment de trouver des fonds et des business angels ou des fonds d'investissement, de trouver aussi sa capacité à développer soi-même, ce qui laisse aussi un peu de liberté, un peu de latitude, et se donne aussi un peu de plus de fierté à réussir son projet que de faire financer par les autres. Donc, comme je le disais, ça n'a pas été linéaire, cette croissance. J'ai eu quelques écueils, même parfois des gros échecs. Donc, la vie d'entreprise a été parfois, comme est la vie parfois dans notre quotidien, avec des hauts et malheureusement des bas. Donc, ceci étant, il a fallu quand même passer, je regarde en même temps ma montre que je ne sois pas trop long, il a fallu passer du temps à créer Y. Alors je suis un développeur, hein, comme pour ceux qui connaissent le monde de l'informatique, donc je suis un homme issu du monde du développement. Et il a fallu passer du seuil de développement au seuil de chef d'entreprise et donc de commercialiser mon produit. Et donc c'est ce que j'ai fait dans les années 90-2000 et pour devenir après uniquement un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on ne parle plus trop d'informatique. Malheureusement, j'y ai laissé toute mon âme. Donc alors, pour parler direct, c'est une entreprise, on peut peut-être, j'essaie de piloter en même temps. Voilà, donc comme je le disais, la première étape, ma profession libérale, c'était 85-88. J'étais tout seul dans mon bureau. Et à 88, j'ai créé l'ASA. Et après, donc, on a commencé. Là aussi, ça fait partie parfois du savoir-faire et des contacts qu'il faut nouer, hein, des relations qu'il faut nouer quand on est chef d'entreprise, quelle que soit la taille. On a commencé un partenariat avec le Futuroscope en 89, 2 ans après l'ouverture du parc réel. Et on a développé un concept d'un produit pour le parc de gestion des visiteurs. Donc, c'est-à-dire que dès que vous vouliez aller au Futuroscope, vous achetiez un billet, comme vous faites aujourd'hui si vous allez au Vieille Charrue ou ailleurs. Donc, vous allez acheter un billet, réserver votre billet, puis après vous rentrez sur le parc. Donc, nous, on a développé tout un concept de gestion de visiteurs que l'on a mis en place pour le Futuroscope jusqu'en 1994. Et après, on a commencé à développer ce concept-là sur le marché français. Et du marché français, quand j'ai réussi à gagner ça, je me suis dit, et ça, on va retrouver un peu le problème du français, je me suis dit, j'ai envie d'aller à l'étranger. Bon, c'était à la fois peut-être un peu de narcissisme ou de me dire, je suis fort en France, donc j'allais voir ce que je vois à l'étranger. Et mes concurrents à l'époque, qui sont toujours mes concurrents, étaient des concurrents principalement américains. Pourquoi américains? Parce que Disney est partout dans le monde. Donc il fallait... et je me suis dit, je ne parle pas anglais, ou très peu, très mal. En tout cas pas suffisamment pour pouvoir répondre à des marchés de langue anglo-saxonne. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un endroit dans le monde où l'anglais n'est pas plus pratiqué qu'en France. Et j'ai trouvé la Chine. Donc j'ai pas pris le plus simple, mais j'ai pris le plus proche de nous culturellement et en même temps là où les Américains n'avaient pas d'avantage sur moi. Et j'ai développé le marché chinois à partir de 2005 et on a été le premier, d'ailleurs le seul occidental et le seul en matière de structure billetterie au niveau international en Chine jusqu'en 2013, puisque après Disney est arrivé à Shanghai et donc les Américains sont arrivés à Shanghai en 2013 avec Disney.
Mais pendant 8 ans, on a été seul sur le marché chinois. Alors, ce n'était pas pour faire du développement là-bas, c'était pour faire de la vente. Hein. On avait une filiale avec une quarantaine même de collaborateurs et on a équipé tous les parcs de Shenzhen jusqu'à Pékin et quelques stations de ski également près de... dans le nord de la Chine, près de la Mongolie. Voilà, j'étais en train de chercher le pays au-dessus. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça a été l'expérience que j'ai voulu développer pour à la fois satisfaire mon envie de départ, à la fois satisfaire ce qu'était le désir d'un entrepreneur, c'est-à-dire il y en a qui se contentent de vouloir rester dans sa région, d'être le fort au niveau régional. Moi, la chance, entre guillemets, a voulu que mon marché soit très rapidement national parce que le Futuroscope a essaimé dans sa réussite d'aménagement du territoire au niveau de la Vienne beaucoup d'idées. Hein. Il y a eu beaucoup de projets qui sont nés à partir du Futuroscope. Et à partir de là, nous, on a suivi, on a accompagné tous ces projets-là qui se sont créés au fur et à mesure. Et on a créé un savoir-faire réel pour toutes ces entreprises-là. Donc, si je vais aujourd'hui résumer un peu ce qui a été la réussite directe, parce que je pense qu'au niveau, parce qu'on est même, alors chacun a ses critères d'appréciation, ceux qui font de la statistique ici pourraient le dire, chacun a ses critères d'appréciation, mais on est en nombre de sites installés et en nombre de points de vente installés au niveau du marché par rapport à nos concurrents, on est le leader mondial en nombre de sites installés, puisque aujourd'hui, on doit avoir à peu près 1300 à 1400 sites installés au niveau du monde, alors que nos principaux concurrents sont à 300 à 400. Alors ils ont les plus gros comme Disney, mais ils en ont beaucoup moins que ce que nous pouvons avoir. Donc sur un critère, on est au moins un leader mondial sur le sujet. Et donc, là on peut peut-être dérouler, parce que c'est pas très intéressant, ça on l'a évoqué. Bon, voilà. Bon, alors après ça c'est classiquement ce que fait l'entreprise. On est une entreprise que j'appellerais de type SS2I, alors à la fois sur des technologies, je dirais, de gestion d'entreprise, hein, puisqu'on a, en définitive, on a un système de gestion d'entreprise, mais dédié au monde de la culture et du loisir. Mais après ça, on a également, bien évidemment, des solutions de vente en ligne, donc vous pouvez acheter du billet en ligne. On a des systèmes de contrôle d'accès, donc on fournit du hardware, on fournit du software, des technologies de hardware intégrés dans des hardware que l'on achète. Donc on a à la fois des bureaux d'études, on fait à la fois de l'implantation physique, donc on a même des équipes de terrassement, on a des maçons, enfin voilà, on a vraiment une entreprise qui nous permet d'être autonome et autosuffisant sur l'ensemble de nos projets. Et donc on a du développement, de la formation, des chefs de projet, etc., du support client très important chez nous, puisque c'est un service qui répond à tous les besoins fonctionnels de nos clients pendant les saisons touristiques. Donc voilà, donc on a un département qui regroupe beaucoup de technologies et beaucoup de techniciens, puisque en définitive c'est quand même notre valeur ajoutée au quotidien. Voilà, c'est ce que j'ai exprimé. Voilà, donc on fait tout un tas de formations, d'intégration et de maintenance, puisque bien évidemment, ce qu'il faut, on a la chance et en même temps l'inconvénient d'avoir des clients, et ça fait partie aussi des sujets qu'on peut avoir quand on crée une entreprise. Nos clients font à peu près 70% de leur chiffre d'affaires sur 3 mois de l'année. Ce qui veut dire que pendant ces 3 mois-là, il est hors de question qu'il leur arrive le moindre incident technique, la moindre aléa fonctionnel. Donc on est obligé d'avoir une structure qui soit en dimension par rapport aux attentes qu'ils peuvent avoir techniques, fonctionnelles ou formation. Voilà, donc ça fait partie des équipements dont je parlais tout à l'heure. Donc on traite aussi bien de la monétique que du contrôle d'accès. Sur Vannes, on doit avoir l'aquarium. On a aussi pas mal de piscines équipées en France. Donc si vous allez parfois dans les piscines avec des contrôles d'accès comme ça, vous avez souvent parfois nos solutions qui sont derrière. Les points de vente dont j'en parlais, je crois qu'on a plus de points de vente que tous les carrefours de France réunis et qui équipent nos clients. Donc voilà, et puis après, bien évidemment, le billet qui est le support physique avec lequel on rentre encore, quoique de moins en moins maintenant, puisque nos billets sont sur les smartphones. Donc aujourd'hui, la technologie est passée sur le smartphone, comme quand vous prenez le train ou l'avion, et également sur les nouvelles technologies NFC qu'on commence à voir sur les nouveaux smartphones ou intégrées dans les cartes à puce.
Voilà, bon ça c'est... Donc là on va juste passer après peut-être pour la vidéo pour juste matérialiser plus facilement et puis plus ludiquement notre savoir-faire. Voilà celui-là. Donc là vous allez voir, c'est une des plus belles réalisations qu'on a au niveau français. Qui est le parc le plus connu aujourd'hui avec quelques distinctions mondiales au niveau des parcs de loisirs. Donc si vous n'y êtes pas allé, je vous encourage, je ne fais pas la promotion du Puy du Fou. Donc voilà, donc ça c'est lorsque vous réservez au Puy du Fou, soit pour aller au Grand Parc, soit pour aller à la Cinécénie, vous avez aujourd'hui une quarantaine ou une trentaine d'agents qui sont derrière un téléphone et qui prennent en live toutes vos réservations, vos demandes, l'hôtellerie, le spectacle. Oui, bien sûr. Et aussi bien pour la population individuelle que pour la population des agences de voyage. D'accord, très bien. Ah, vous souhaitez réserver pour quelle date? Donc avec des systèmes d'impression de billets donc sur des équipements qui sont relativement spécifiques parce que ça c'est de la technologie. On est sur des impressions purement thermiques. Pour avoir un débit, on a un billet qui s'imprime à peu près à la seconde. Donc il faut absolument avoir du matériel et résistant et performant. Donc ça vient évidemment. Bonjour. Bonjour, ça serait deux billets s'il vous plaît. Oui, deux billets adultes. Non, une jeune fille étudiante. Quel âge? 16 ans. 16 ans, oui, par contre, ça peut se considérer comme un adulte. Oui. Donc j'ai ça. Très bien, merci. Merci beaucoup. Très bien. Donc c'est pour tous les deux. Très bien. Donc deux adultes. Ouais. Ce sera. Donc deux adultes c'est 54 €, ça fait 108 €. Par chèque? Oui, par chèque. Alors, pour deux adultes, ça fera 51,40 €. D'accord. C'est bien pour une seule journée. C'est que la journée, oui. Très bien. Pour senior, ça marche pas. Non. Voilà. Donc, par carte. Allez-y. C'est très grave. Alors, on était parmi les premiers puisque les premiers distributeurs de billets avant la SNCF ont été mis en place à Beaubourg dans les années 2000. Donc on a développé également de la billetterie intégrée dans des distributeurs. Comme je le disais à midi, on a été les premiers dans les années 90 à développer le contrôle d'accès et la billetterie en mode code barre, puisque avant elle était en mode piste magnétique. Et on a, pour des raisons à la fois économiques et à la fois pratiques, mis en place des systèmes sur des mobiles ou sur des tripodes, et de façon à la fois, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, puisque vous êtes breton, d'aller parfois au Tonnerre de Brest, au Grands Armadas. Et ben on l'a fait, alors on l'a pas fait l'année dernière, il y a 2 ans maintenant. On l'a fait pendant 10 ans, enfin tous les 4 ans, donc on l'a fait pendant 3 fois. Et donc il y avait également ce type d'équipement. Bon, là donc on peut peut-être arrêter, là maintenant ça va devenir film promotionnel, c'est plus. Donc voilà aujourd'hui ce qui est à peu près la réalisation de notre savoir-faire. Et aujourd'hui, effectivement, on
On est présent dans tous les départements de France, dans tous les lieux. Donc voilà, d'une petite expérience locale, on a réussi à en faire, enfin j'ai réussi à en faire une réussite au départ d'abord nationale et après européenne, puisqu'on était quand même présent en Allemagne, pas trop en Italie, pas trop en Espagne, mais d'abord l'Allemagne. Et puis pas l'Angleterre, parce que j'aime pas pour les raisons de langue, mais pour des raisons de climat. Je suis pas très anglais. Et après, donc c'est pour ça qu'on est arrivé. Donc aujourd'hui, la Chine était une filiale, mais autrement, on est bien sûr là où le tourisme se développe. Dubaï, beaucoup de parcs de loisirs. Singapour, etc., etc. Donc partout le tourisme, et c'est une activité en fort développement. En France, c'est un pays. Alors ça fait partie des questions qui étaient posées par ailleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y a une industrie qui n'a pas trop souffert de la crise, même y compris en 2008, c'est l'industrie touristique. Parce que je crois que ça fait partie à la fois de notre culture et à la fois de notre besoin, c'est de pouvoir profiter du temps libre pour se libérer l'esprit et parfois le vivre en famille. Donc là, pour l'instant, l'industrie touristique reste une industrie en forte, enfin si ce n'est plus en forte croissance, mais elle n'a pas arrêté de croître depuis les années 90. Voilà à peu près ce que je peux dire. Oui, j'ai tenu à peu près mon quart d'heure. Donc voilà, donc l'objectif c'était vraiment être un système on fournit vraiment auprès de nos sites clients tout ce qui peut être un point de consommation, hein, depuis les métiers de base qui étaient le système de réservation, le système commercial, puisque nos clients ont des commerciaux qui vont des marchés, le système de vente Internet, la billetterie sur site, le contrôle d'accès, et après tous les centres de profit qui sont attachés à l'entreprise, donc la boutique, la restauration rapide, la restauration à la place, et jusqu'au parking, si vous allez sur certains de nos clients, nous gérons même également leur parking. Donc voilà, donc on a vraiment un système très, très intégré qui permet au centre décisionnaire de pouvoir en permanence faire, si ça les intéresse, du yield management pour savoir qui vient, quand, quel prix je dois pratiquer, est-ce que je peux faire de la promo. Maintenant, on a des systèmes de communication rapide. Vous vous baladez dans le parc, vous allez recevoir un SMS ou une alerte en disant tiens, si tu consommes à la cafétéria dans les 5 minutes, tu as 10% de remise ou tu as un café gratuit parce que ça m'arrange que tu viennes consommer maintenant plutôt que dans 1 heure. Donc voilà, on a tout un système de promotion comme ça qui va inciter ou faciliter la consommation du visiteur de manière bien évidemment à accroître le chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà, merci. Un, deux. Bonjour Monsieur Tomaszek, je m'appelle donc Monsieur Thibault Roche et je vais être le premier à pouvoir vous poser des questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui est votre stratégie à vous? Qu'est-ce qui fait que c'est votre stratégie propre? Et qu'est-ce qui fait que dans cette stratégie, vous avez pu devenir le leader du marché? Je crois que c'est à la fois la stratégie, c'est la rencontre d'une motivation à développer un marché et le besoin du marché. Enfin, je crois qu'il n'y a pas d'entreprise qui peuvent vivre s'il n'y a pas de marché derrière qui se crée. Et juste pour vous donner l'anecdote de ce qui a été la genèse de ce produit-là et ce qu'il en est aujourd'hui, quand en 89, j'ai commencé dans l'année 90, quand il a fallu faire développer le système pour le Futuroscope, sa demande était plus importante que ma capacité de produire. Donc il me fallait trouver des solutions, soit d'autofinancement, soit de partenariat extérieur. Et j'étais voir à l'époque un des grands constructeurs qui s'appelait Siemens, pour ne pas le nommer, en lui vendant le projet, en disant voilà, j'ai ce projet-là, et de ce projet-là, si vous m'aidez à le développer, donc sur lequel on prend un partenariat, je pense qu'il y aura d'autres projets derrière qui vont venir. Et les gens de chez Siemens à l'époque, comme quoi tout le monde n'est pas visionnaire chez Siemens, m'ont dit mais non, Futuroscope c'est un truc qui a été créé par un mec dans son coin pour faire valoir son pays, mais ça ira jamais au-delà. La culture française, c'est pas une culture de parc de loisirs, il n'y aura pas de développement derrière. Donc on vous dit non. Donc il a fallu que je trouve des solutions pour le faire.
20 et quelques années après, je pense que voilà. Donc la stratégie, c'est, je savais qu'il y avait, alors après, je savais qu'il y avait un besoin en la matière dès que j'ai mis un pied dans le parc. Je savais qu'on n'échapperait pas à cette culture du loisir formatée et qu'il fallait de toute façon développer, la France allait devenir un pays à forte valeur touristique. Donc voilà, j'ai accompagné le projet, je me suis saigné financièrement pour le lancer. Sur un plan politique, qu'est-ce que en fait, la géopolitique actuelle a eu un impact sur votre activité et éventuellement, quels sont vos projets principaux de croissance à l'externe ? Oui, la géopolitique a toujours un impact sur nos métiers. Alors, en France, pas trop, malgré tout. Alors, si, ça en a dans la décentralisation qu'il y a. Bon, aujourd'hui, on a trois types de marchés. Le privé, le public local, les collectivités locales, et puis les ministères. Bon, par exemple, on travaille beaucoup avec le ministère de la Culture sur la partie monuments historiques. Mais j'allais dire, on est sur un pays stable, dont parfois les projets sont différés ou accélérés en fonction des capacités propres ou des besoins de développer. La Cité du Vin, par exemple, à Bordeaux, ça a été un projet qui a été porté par la mairie de Bordeaux. Bon, c'était un projet dont Bordeaux voulait bénéficier parce que Bordeaux, et on le voit bien aujourd'hui, capte une population forte et une croissance forte, mais en même temps voulait devenir une ville plus touristique qu'elle ne l'était. Et la Cité du Vin, avec un potentiel de 700 000 visiteurs par année, fait partie de ce relais de croissance. Donc le site touristique, à partir du moment où il dépasse 500 000 visiteurs, devient un relais de croissance économique pour une ville ou pour une région. Alors, dès qu'on sort à l'extérieur, effectivement, on est un peu contraint aux évolutions géopolitiques qu'il y a à travers le monde. On a travaillé beaucoup en Afrique. Je suis allé en Arabie Saoudite, pardon, en Côte d'Ivoire avant la guerre de 2009. Après, donc on avait fait quelques projets qui ont été mis bien évidemment à mal pendant toute la période de guerre. Et on y est revenu après pour rééquiper certains lieux, pour s'occuper du football, pour s'occuper du palais de la culture à Abidjan, parce qu'après il faut redonner toujours une dynamique culturelle et sociale à un pays qui a traversé une période de crise et de guerre. Bon, on a eu la même chose au Liban, on a eu la même chose dans les pays où il a fallu parfois se retirer parce que bien évidemment le climat n'était plus favorable et revenir parce que derrière, quand il y a de la destruction, il y a de la reconstruction. Donc vous n'avez jamais abandonné en quelque sorte de projet en fait dans un pays qui aurait été secoué éventuellement par des... Si une ou deux fois, on a perdu un ou deux gros contrats sur la Turquie, qui sera une ville proche de la Syrie justement. Et puis parfois sur quelques interdictions gouvernementales d'aller dans tel ou tel lieu, parce que moi aussi mon rôle de chef d'entreprise, c'est de ne pas faire en sorte que mes collaborateurs prennent des risques inconsidérés dans des lieux où ils peuvent se faire... Alors à l'époque, on ne parlait même pas de kidnapping comme il y a pu y avoir dans certains lieux, mais il y avait quand même une certaine insécurité. Donc il y a des endroits où on n'est pas allé, c'est sûr. Je vous remercie. Lors de votre implantation en Chine, est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à la politique en fait, chinoise, qui est vraiment divergente de ce qu'on peut voir sur les marchés européens ? Oui, de toute façon, je crois qu'il y a pire que de travailler avec la Chine, il faut travailler avec l'Inde. Après, on relativise, parce que pour avoir essayé d'aller en Inde, il n'y est jamais rentré. Je crois que la Chine a effectivement une particularité qui est aujourd'hui médiatisée, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on finit soit décapités, soit en prison. Mais c'est vrai que la corruption est très forte en Chine, donc ça c'est un élément qu'il faut tenir compte. Alors, l'avantage, disons qu'on ne va pas dans ces pays-là sans avoir une stratégie locale déjà bien faite et des intervenants ou des interlocuteurs locaux que l'on connaît bien ou que l'on contrôle bien. Parce qu'autrement, ça devient vite insolutionnable. Même des grandes enseignes françaises se sont fait mal en Chine. Donc nous, moi je l'ai pris à travers déjà un métier dans lequel on n'avait pas beaucoup de concurrents en Chine, dans lequel ils n'avaient pas la technologie,
Et à l'époque, je parle bien des années 2005, après les choses s'accélèrent très vite là-bas, mais à l'époque, ils avaient pas le savoir-faire. Donc ce que je vendais là-bas, c'était l'expertise de ce que l'on avait mis en place et de ce que l'on savait faire en France, au-delà autant que le produit. Et le but pour moi était de protéger, non pas la techno, parce qu'en soi, elle ne vaut rien s'il n'y a pas le savoir-faire que l'on pouvait amener avec. Mais autrement, effectivement, il a fallu passer les barrières de la corruption, il a fallu passer les barrières de la langue, mais là, j'allais dire, hormis passer 10 ans en Chine, autrement ça devient impossible. Donc de toute façon, il faut faire confiance à des collaborateurs ou à des gens qui parlent correctement aussi bien la langue de Pékin, qui n'est pas la même que celle de Shanghai. Donc voilà, il faut être très vigilant là-dessus. Et puis après, je dirais... c'est de la négo, quoi. C'est des gens qui sont très forts en commerce, donc qui sont très forts à la négo. Donc après, il faut l'intégrer dans nos paramètres. Mais moi, j'y ai employé beaucoup. Alors, à Pékin, on avait une dizaine de collaborateurs européens de tout pays d'Europe. On avait des Français, on avait des Croates, on avait des Anglais. Donc c'est un pays qui est très formateur pour des étudiants qui veulent vraiment se confronter. En plus, c'est un pays qui a beaucoup bougé et qui bouge encore beaucoup. Donc l'intérêt que moi j'y ai trouvé dès le départ, c'est que quel que soit le jour et la nuit, l'heure du jour et la nuit, vous aviez toujours une activité. Voilà, il y a une dynamique là-bas qu'on avait perdu dans nos pays occidentaux, ça c'est sûr. Merci pour... Est-ce que vous avez été touché par les bouleversements économiques, notamment la crise de 2008, sur votre activité, et notamment sur le monde de l'entertainment, en fait? Oui, alors comme je le disais tout à l'heure un peu, la crise de 2008, elle est arrivée printemps-été 2008, donc parce que nous, on marche dans notre activité, dans l'activité de nos clients, on marche par saisonnalité. Donc dès que les budgets d'investissement se font, là je parle aux gestionnaires, les budgets d'investissement se font entre novembre et janvier, les installations ou les améliorations se font entre janvier et mars, et dès que le week-end de Pâques est là, c'est fini, tout doit être opérationnel pour la saison. Donc en définitive, la crise est arrivée après cela, et beaucoup de nos clients se sont inquiétés légitimement de l'impact de la crise sur leur activité. Et pendant la saison, ils ont pu se rendre compte qu'en définitive, ils étaient peu impactés. Alors ils se sont dit, bon, c'est parce que les gens avaient déjà prévu, donc ils continuent à consommer, etc. etc. Et moi, comme je disais tout à l'heure, je leur disais, je ne pense pas que ça a un impact chez vous, parce que plus la crise va être loin, alors il y a eu une double crise. Il y a eu la crise économique, et puis après, il y a eu la crise géopolitique dont je parlais tout à l'heure. Un certain nombre de pays se sont retrouvés d'un seul coup en insécurité, tout le Maghreb, etc., etc. Donc d'un seul coup, ça a eu un effet immédiat de retrancher le tourisme sur les frontières locales, sur les frontières nationales. Et en définitive, je dirais pour beaucoup d'entre eux, et pas que les plus gros, en définitive, entre 2009 et 2011 ou 2012, la fin de la crise, ils ont plutôt eu une croissance de chiffre d'affaires qu'une baisse de chiffre d'affaires. Alors moi j'en étais convaincu pour les raisons que j'évoque, et en plus moi j'avais comme mon équipe, comme je le disais, toutes les activités, tout le territoire, je voyais bien comment ça se comportait, parce que ça aurait pu être vrai à Nice et pas vrai à Lille, mais non, je voyais bien qu'il n'y avait pas de réduction ou pas de changement comportemental du tourisme. Il y avait, on partait peut-être moins loin ou moins longtemps, mais on consommait toujours autant. Le panier moyen, en définitive, n'a jamais tellement baissé pour une famille sur un lieu touristique. Voilà. Alors on allait peut-être moins au restaurant. Oui, les restaurants ont beaucoup souffert. On allait moins dans les grands hôtels, on allait plus en hôtellerie de plein air ou dans les hôtels de l'étoile, mais on continuait à consommer, et on continue toujours à consommer. On peut voir avec votre présentation que vous avez débuté en fait avec le Futuroscope. Est-ce que vous avez gardé les parcs à thème comme activité de prédilection, ou est-ce que maintenant vous pensez que, comme on a pu voir, les châteaux notamment sont votre activité principale? Aujourd'hui, on a élargi. Il y avait pour moi, ce que je voulais, c'est rester dans notre cœur de métier pour être identifié comme étant un spécialiste et non pas comme un généraliste.
Et en même temps, je voulais on est très rapidement, le nombre de parcs ne sont pas pléthoriques en France. Hein. Vous travaillez avec 2-3 groupes, vous travaillez quasiment avec tous les parcs. Hein. La Compagnie des Alpes, pour ne pas les nommer. Il y a 2 Espagnols qui sont présents en France. Un peu, non, même plus trop d'anglo-saxons. Donc, en définitive, dès qu'on a atteint les seuils fatidiques des 80% du marché, il a fallu trouver d'autres voies de diversification. Donc, ça a été effectivement les musées monuments, mais les musées quasiment en même temps. Les monuments, oui, on a aujourd'hui quasiment l'intégralité des châteaux sur le territoire national, hormis Versailles, qui n'est pas le moindre, mais autrement, donc j'ai plutôt après attaqué d'autres métiers qui tournaient autour de la gestion du public et de la billetterie, le transport public, les bateaux, sur Malte, on a fait une période sur Brest, et puis un peu le monde du sport, mais bien que ça fait partie de milieux de spécialistes, et le milieu, je l'évoquais tout à l'heure, le milieu des collectivités avec les piscines principalement, donc tout ce qui tourne autour de... Là où il y a beaucoup de développement et d'investissement, hein, parce que moi je fonctionne beaucoup à 70% avec quand même de l'argent public, les 30% étant des groupes privés. Et donc tout fonctionne beaucoup là où l'argent public s'investit. Donc les piscines, c'est très stratégique pour une municipalité, hein, ça fait partie de la paix sociale. Donc voilà, nous on a investi pas mal dans ce secteur-là. Et à l'étranger, je l'avais dit, un peu dans les stations de ski, mais en Chine, pas en France, parce que là aussi il y a des spécialistes et on n'a pas d'autres. Donc voilà, j'ai essayé plutôt d'élargir dans le cœur de métier les activités plutôt que de diversifier autrement. Et bien sûr, on a diversifié technologiquement, c'est-à-dire qu'on s'adapte aux nouvelles technologies. On parlait tout à l'heure du smartphone, la NFC, qu'est-ce qu'il y a encore qui va venir, les réseaux Bluetooth, le Li-Fi, enfin donc tout ce qui tourne autour de l'amélioration. Alors il y a 2 façons de voir notre métier, c'est soit le chiffre d'affaires, donc tout ce qu'on a mis en place, soit la qualité de visite. Donc la qualité de visite, ça passe par de l'information, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, etc., sur un lieu. Donc, et de savoir d'avoir la traçabilité d'un circuit de visite pour un kidam lambda. Pourquoi lui il passe plutôt là, qui ne va pas là. Et si je mets mon point de vente là, est-ce que je vais gagner plus de chiffre d'affaires que si je le mets 2 mètres plus loin. Voilà. Donc en définitive, on essaye de faire dans un lieu fermé qui est un parc de loisirs, ce que ferait un urbaniste dans une ville, hein, en disant tiens, si mon magasin je le mets là, il va capter plus de clientèle que si je le mets de l'autre côté ou dans un coin de rue, s'il est à l'ombre plutôt qu'au soleil, etc., etc. Vous cherchez en fait à guider et optimiser la rentabilité des parcs en quelque sorte. Toujours. C'est c'est mon expérience personnelle et c'est notre savoir-faire. On est vraiment autant parfois conseil que fournisseur de solutions. C'est clair qu'on essaye. Tant plus que on a l'avantage de travailler pour des très gros et donc ça sert aux plus petits. Mais en même temps, l'avantage qu'on a dans ce milieu-là, c'est qu'il n'y a pas ils ne sont pas concurrents. Vous avez 2 parcs régionaux que sont le Futuroscope et le Puy du Fou. Ils sont à 100 km l'un d'autre, mais ils ne sont pas concurrents. De toute façon, vous en allez en faire un une année, l'autre l'année d'après, donc vous allez croiser les flux. Ou éventuellement, si vous êtes dans la région, vous êtes votre tente à Saint-Jean-de-Mont et puis au Sable-d'Olonne, et puis vous allez faire les 2 dans le séjour. Donc ils ne sont pas concurrents. Donc ils sont très friands d'ailleurs de s'échanger des infos, et parfois ça peut nous desservir ou nous servir, ça dépend. Si on est bon, on n'est pas bon. Je vous remercie. Donc vous avez pu nous expliquer que la crise n'avait pas forcément eu beaucoup d'impact, mais par contre, est-ce que l'évolution des goûts et des comportements des clients a, elle, eu un impact sur la demande des sites, que les sites vous ont fait, les sites de tourisme, les sites de... Est-ce que la consommation, non ? L'évolution des modes de consommation, en fait. Ouais. Aujourd'hui, encore une fois, comme on est dans un système d'économie qui est concentré sur un lieu, mais en même temps qui se redéfinit comme si on était dans un commerce classique. Donc l'objectif qui s'est présenté après 2008, pour parer à la crise ou éventuellement à la baisse du panier moyen, hein, le panier moyen étant l'équilibre de consommation que vous allez faire sur un parc, ramener à la personne. Hein. Donc s'il y en a un qui consomme 10 et l'autre qui consomme 1, le panier moyen il est à 9 et puis sur 2 personnes.
Donc l'objectif, ça a été de multiplier ce que vous retrouvez aujourd'hui dans beaucoup de sites, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes de promo, du couponing, et puis de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui en marketing du cross-selling ou du upselling, hein, c'est-à-dire d'améliorer mon panier. J'achète un billet, mais en même temps que j'achète un billet, on va me proposer soit de prendre une prestation supplémentaire pour améliorer mon confort de visite, soit me proposer un repas alors que je n'avais pas prévu de le prendre. Donc ça, c'est effectivement... On est beaucoup plus dans le sujet, parce que la technologie, à la fois, comme maintenant, avant, quand il y a jusque dans les années 2000, pour consommer, il fallait être sur le lieu. Donc c'est quand vous étiez sur le lieu, que vous achetiez votre billet, vous rentriez, puis après vous alliez voir la carte du restaurant, puis en fonction de ce qui vous restait dans la poche, ou de la file d'attente, ou de votre besoin de l'instant, vous achetiez ou vous achetiez pas. Maintenant, le but, c'est... pour le site d'anticiper, parce que quand il vous fait anticiper votre achat, bah lui, ça lui fait de la trésorerie, ça c'est la première raison économique. Et puis deuxièmement, quand vous allez réfléchir en famille votre prochain voyage et que vous allez le faire tranquillement dans votre salon, bah vous allez être beaucoup plus enclin à acheter immédiatement que si vous êtes sur place. Donc l'objectif, c'est toujours de proposer des solutions qui soient détourner du lieu et détourner de l'instant, parce qu'on sait très bien que dès qu'on a préacheté quelque chose, le lendemain on a oublié qu'on a déjà dépensé l'argent, donc on est prêt à redépenser. Je pense que ça va être ma dernière question. Est-ce que l'intelligence artificielle représente pour vous un enjeu? Parce que vous parliez des nouvelles technologies tout à l'heure. Est-ce que vous pensez l'appliquer, l'intelligence artificielle, dans votre activité? Oui, principalement dans les parcours de visite, ouais, ça peut y avoir. Alors, pour des raisons statistiques, bon, sur le basique, j'ai dire gestion, il n'y a pas trop de besoin, mais sur des produits additionnels, oui, pour croiser, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour croiser un peu l'attrait, l'intérêt d'un. Alors on le revoit beaucoup aujourd'hui d'ailleurs dans la reconstruction de sites historiques sur lesquels maintenant avec votre smartphone, avec une tablette ou avec un masque 3D, on va vous reconstituer le lieu tel qu'il était à l'origine. Bon, là, il y a un intérêt de pouvoir marier ce qui est purement économique, donc le chiffre d'affaires du lieu, avec l'intérêt. Puisque les deux sont combinés. Si votre produit est intéressant à la visite, qu'il offre un attrait pour le touriste, bah nécessairement, le touriste va venir, ça c'est le chiffre d'affaires de la billetterie, puis après il va consommer sur place, etc. Donc nécessairement tout ce qui tourne autour du ludique ou du pédagogique, à l'intérieur du parc, appuyé sur nos solutions ou en relation avec nos solutions, parce que je ne veux pas être non plus englober tout, a un intérêt pour nos clients, ça c'est sûr. Donc ce serait presque développer une attraction dans le parc en fait, plus que par rapport à votre cœur de métier originel. Bah c'est développer, alors pour la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, c'est plus retravailler avec des solutions qui permettent, soit, on peut très bien l'envisager dans des files d'attente type Disney, Futuroscope ou Puy du Fou, d'amener une animation dans la file d'attente, soit une animation directement sur son smartphone, soit plus globale sur des grands écrans. Mais l'objectif, c'est toujours d'améliorer le confort, la qualité et l'attrait de la visite. Alors nous, on est un appui là-dessus, on n'est pas moteur. Il y a des scénographes, il y a des structures qui se sont spécialisées. Il y a beaucoup de start-up aujourd'hui qui se créent alors que ce soit au niveau d'une ville ou que ce soit au niveau d'un lieu, pour justement redévelopper sur des technologies en 3D, des sites ou des musées ou des lieux historiques. Je vous remercie, ce sera tout pour moi. Mais je vous en prie, c'est déjà l'heure complet. Bonjour, moi c'est Denis Lucas. Donc moi je vais plutôt vous poser des questions sur la structure de vos dépenses et de vos recettes. Donc pour commencer, quelles sont vos principales dépenses et comment cherchez-vous à les réduire? Ah, c'est difficile, c'est les salaires.
Donc c'est principale défense, ça reste quand même nous la masse salariale. Donc je pense qu'aujourd'hui on essaye d'optimiser, mais en même temps il est important pour nous d'essayer de bénéficier des collaborateurs qui sont capables de travailler sur les nouvelles technologies ou de s'adapter aux nouvelles technologies. Alors, on est à la fois donc, à recruter des jeunes qui travaillent sur les dernières technologies, parce qu'elles sont importantes pour notre crédibilité sur le marché, et à la fois elles sont nécessaires pour pouvoir optimiser également les outils et les serveurs que l'on a à gérer. Donc ça, c'est le premier point. Alors, donc on est à la fois donc, dans le recrutement assez attentionné à ça, et en même temps, on est dans la formation. On a des cycles de formation assez réguliers pour essayer de maintenir nos collaborateurs à niveau. Bon, après, j'allais dire aujourd'hui, la deuxième source, c'est, je dirais globalement, on a un parc technicien important. Donc ça veut dire qu'on a des techniciens sur région qui ont des véhicules, du stock, du matériel, etc. Donc là-dessus, on a travaillé beaucoup sur l'optimisation à la fois du déplacement du technicien, donc avec des systèmes de géolocalisation, des systèmes d'alerte. Donc on utilise beaucoup la technologie du mobile pour les prévenir. Donc ça, on a optimisé là-dessus. Et puis après, j'allais dire, l'avantage que l'on peut avoir, c'est qu'on est quand même important, je donnais des volumes tout à l'heure, on est très important sur le marché, et donc ça nous permet de bénéficier, hein, ça fait partie des négociations que l'on peut avoir avec nos fournisseurs historiques de hardware, parce que nous on n'est que soit des intégrateurs, soit des revendeurs de matériel, donc de pouvoir avoir un poids un peu plus fort sur les achats que peuvent l'avoir nos concurrents par le volume que l'on distribue. Mais principalement, la grosse masse de nos charges reste malgré tout les salaires. Parce qu'autrement, on a un gros siège et des bureaux importants, mais ils sont à côté du Futuroscope, enfin, sur la zone Futuroscope, donc on n'est pas dans les endroits les plus chers de France. Et autrement, on a des bureaux mais raisonnablement dimensionnés sur Paris. Et en province, après, c'est plutôt des dépôts locaux qui sont stockés chez nos collaborateurs. Et du coup, je vais rebondir par rapport à la question que Thibaut a posée sur l'intelligence artificielle. Du coup, si vous comptez essayer de développer cette activité, par rapport à ça, la part de la recherche et destruction dans votre entreprise, comparée à vos coûts, elle va augmenter, je suppose? Oui, mais en même temps, en plus, c'est souvent attaché à un projet. Donc, on peut difficilement, autant sur l'outil de base ou sur l'outil de vente en ligne, on est assez généraliste et on peut envisager toutes les formes de canaux de distribution, toutes les activités, autant sur de l'IA ou sur... on est obligé de s'attacher à un projet. Donc là, je dirais pour l'instant, je suis plus prêt à m'adosser à des structures spécialisées en la matière, qui auront peut-être des idées d'optimisation, de modélisation, que de le faire nous-mêmes, sachant que nous, on est à ce stade-là plutôt un apporteur d'affaires ou un vecteur de croissance pour ces structures. Ça n'a pas été mentionné, mais on aimerait bien savoir aussi le nombre d'actionnaires que vous avez, si c'est plutôt des particuliers ou des entreprises. Non, pour l'instant, ça n'a pas été... Alors, je me suis refusé à une époque à avoir des fonds d'investissement parce que, alors, on a tous nos traumatismes. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma motivation de départ. Et dans un des échecs importants et qui m'ont quand même formaté pour la suite, j'ai eu une période d'une année seulement qui a été désastreuse. Une année où j'ai eu un actionnaire à 50 quand j'ai créé IREC SA, pas IREC tout court, mais IREC SA. Donc on était parti sur un projet de GPAO à l'époque, avant donc, de rentrer en relation avec le Futuroscope. Et donc je m'étais adossé avec un actionnaire, un associé à 50, et puis le projet a échoué pour diverses raisons, sauf qu'on avait pour ce projet-là investi énormément en hommes, en matériel,
et que ça a été, sur une année de perdu, enfin sur une année de mauvais investissement, ça a été quasiment 10 ans derrière pour rattraper cette année-là. Donc il y a des moments où, si l'échec n'a pas été pour moi fatal, il a été quand même impactant. Donc après ça, ça marque, hein. Je le dirais, ce type d'association, c'est comme un divorce, quoi. Quand vous l'avez vécu une fois, vous réfléchissez à 2 fois avant de le refaire. Donc je me suis dit, j'essaye de tenir, parce que derrière, si je prends un exemple, si j'avais fait rentrer des fonds d'investissement ou des actionnaires dans mon entreprise à une certaine époque, j'aurais jamais monté le projet Chine. D'ailleurs, tout le monde me le disait que j'étais fou, et surtout que tout le monde avait raison. Sauf que moi j'y croyais et j'avais des bonnes raisons d'y croire. Et sauf que je l'ai réussi ce projet-là. Et si j'avais eu n'importe qui avec moi, tout le monde m'aurait dit attends, on va peut-être plutôt aller en Italie, on va peut-être plutôt aller en Espagne, peut-être aller plutôt au Maghreb, mais on va laisser tomber la Chine pour l'instant. Pour toutes les bonnes questions qui ont été posées tout à l'heure, ce qui était vrai. Mais bon, s'il y a un moment, il n'y a pas, on a la, enfin, c'est toutes les qualités d'un chef d'entreprise. Il doit avoir un cerveau bien fait, une bonne formation, mais il doit surtout avoir un sens inné de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon, quoi. Et ça fait partie de ce qu'il en a les tripes, quoi. Il doit se dire à un moment, j'ai ce 6e sens qui me fait dire qu'il faut y aller. Donc voilà, si on commence à douter ou si on commence à se faire polluer sur des bonnes idées, ben ouais, on aura une réussite qui sera peut-être moindre, hein, elle sera plus linéaire parce qu'elle sera moins risquée. Mais il peut y avoir des réussites, mais je pense que si on veut une grande réussite, il faut avoir un moment une énergie et une prise de risque importante. Je vais juste revenir du coup par rapport à ce que vous avez dit sur la masse salariale, comme c'était votre principale dépense. Vous ne pensez pas faire appel du coup à la sous-traitance pour essayer de réduire cette masse salariale? Si, on le fait, puis en même temps, ça permet... Ce dont je me rends compte, on est, comme je le disais tout à l'heure, on est dans des technologies avec des remises en cause permanentes, en tout cas assez régulières, et qu'on a une masse salariale, enfin des collaborateurs dont le turnover n'est pas aussi important parfois parce qu'il le faudrait ou parce qu'ils se sentent bien dans l'entreprise et tant mieux. Donc ça ce côté, la fidélisation est bien par rapport à la connaissance que l'on a d'eux et qu'ils ont de leur projet. Mais en même temps, c'est sclérosant pour une entreprise de technologie. Et on dirait même aujourd'hui, on est dans une entreprise industrielle. Hein, on l'a vu avec quelques sujets sociaux importants en Creuse cet été, enfin l'été dernier. Dès qu'à un moment on tombe dans une rupture de technologie, ben, d'un seul coup on se retrouve avec une masse salariale qui est complètement has-been sur le marché. Donc la seule façon de stimuler un petit peu tout ça et parfois de faciliter soit la remise en question personnelle ou individuelle, soit de faire bouger les lignes, c'est de passer par une sous-traitance que l'on va chercher sur un point précis pour une technologie précise et dynamiser à la fois et titiller un peu ses propres ressources internes en disant merde, pourquoi il va faire ça à l'extérieur alors que nous on aurait très bien pu le faire, mais sauf qu'ils auraient mis 2 fois le temps pour le faire et peut-être pas avec la même optimisation. Donc la sous-traitance est nécessaire sur des métiers dont on ne veut pas se faire spécialiste et également parfois pour attiser et aiguiser les collaborateurs en interne. Quels sont vos principaux canaux de distribution et de communication dont vous vous servez? J'ai la prétention de dire, ce que je dis depuis longtemps, on a le droit de ne pas nous choisir, mais on n'a pas le droit de ne pas nous connaître. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a plus de 80% du marché, un décideur qui va ne pas nous sélectionner dans un appel d'offres ou dans une consultation, il fait une erreur. Alors après, donc il n'est pas obligé de nous choisir, mais ne pas nous consulter, c'est pas possible. Donc, parce qu'encore une fois, il suffit qu'il fasse juste, il prend son téléphone, il appelle son pote d'à côté, il y a de fortes chances qu'on le serve. Donc après, voilà, ça nous rend à la fois fort et fragile, parce que on est obligé, selon la relation que l'on a, technique, humaine, avec les autres acteurs du marché, ça peut parfois nous fragiliser. Mais autrement, j'allais dire, hormis cela, cette prétention-là,
Je crois qu'on a des canaux de communication qui sont assez classiques, hein, les salons, les prospections, on a un réseau, enfin, on a des commerciaux attachés à l'entreprise. Mais j'allais dire, par rapport à... On a des commerciaux pour élaborer des projets avec nos prospects, mais pas pour... Ils n'ont pas besoin de passer pour se faire connaître. C'est l'avantage que l'on a. Donc j'allais dire, c'est cette longévité sur un marché sur lequel j'ai réussi pendant toutes ces années à rester incontournable et à plutôt affaiblir nos concurrents qui venaient que de chercher à gagner partout et sur tous les secteurs. Et à partir de là, j'ai juste un exemple qui est très éloquent sur le sujet. Un appel d'offres pour une administration classique, enfin, quels que soient les métiers que vous verrez, ça dure à peu près 5 ans sur les technologies renouvelables. Donc au bout de 5 ans, ils remettent en cause le marché en disant est-ce que l'entreprise a été fiable pendant ces 5 ans, est-ce que ses produits ont été bons, est-ce que le service a été bon, et est-ce qu'aujourd'hui la technologie qu'ils utilisent, etc., est encore adaptée à nos besoins pour les 5 années suivantes. Bon, j'ai eu et j'ai toujours des sites depuis les années 93, hein, les monuments de France, des musées, etc., etc., le Muséum national d'histoire naturelle. Enfin voilà, on n'a pas perdu pendant toutes ces années de projets. Donc ce qui veut bien dire que quelque part, même sur des institutions où je veux dire, politiquement ça change, dès que le pouvoir politique change, on change les directions. Dès qu'il y a un nouveau directeur qui est nommé, il a toujours une tendance à dire on va remettre tout à plat et on va reprendre des gens nouveaux ou des gens que je contrôle. On a réussi à gagner et à garder la confiance de tous ces clients-là. Donc en cela, c'est assez... Voilà, c'était ça mon cheval de bataille. Et avec ça, la prospection derrière, elle est bien quasi inutile. C'est la notoriété que j'ai travaillé, pas trop l'acharnement à nous faire reconnaître sur le marché. Merci à vous, ce sera tout pour le moment. Alors moi c'est Rindrick Nancy et mes questions seront plus axées sur le financement de votre entreprise. Donc tout à l'heure vous avez parlé qu'au début il y avait de l'autofinancement ou de concours bancaires. Donc j'aimerais que vous développiez les moyens que vous avez utilisés pour lancer votre entreprise sur le terme financier. Alors, je dirais, c'est pour ça que je prenais tout à l'heure l'exemple de l'entreprise que j'ai créée et développée par rapport aujourd'hui à ce qui se fait dans le monde actuel. Bon, on peut parler depuis les années 2000, mais surtout avec un fort accroissement depuis les années 2010, qui est le phénomène des startups. Moi, l'objectif que j'ai eu, parce que ça n'existait pas, et parce que, encore une fois, je ne souhaitais pas céder mon entreprise à des établissements financiers ou à des gens qui avaient de l'argent et qui auraient à la fois mené ma stratégie selon leurs souhaits et leurs intérêts. Donc j'ai adapté ma croissance et je me suis adapté dans cette croissance. C'est-à-dire quand je me dis je me suis adapté, ça veut dire que c'est tous les sacrifices qui vont avec. Pendant, je sais pas, 10 ou 15 ans après avoir créé IREC, c'est-à-dire dans les années 95, mon commissaire aux comptes me disait que j'avais le salaire d'une secrétaire, ce qui était vrai. Mais bon, j'allais dire, c'est le sacrifice que je faisais à titre personnel pour faire ce qu'il fallait au développement de l'entreprise. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'autofinancement et en cela aussi parfois aidé par des concours bancaires, pas par des emprunts bancaires, mais par des concours bancaires sur des découvertes de trésorerie, sur des facilités, comment dirais-je, sur des projets novateurs à pouvoir financer un peu. Après, on a bénéficié aussi de toutes les mesures, hein, les crédits impôts recherche, donc tout ce qui permet quand même aux entreprises françaises qui ont du R&D de pouvoir faire valoir des investissements importants. Donc c'est le schéma qui
que j'ai pris, mais sur lequel j'avais pas trop le choix de faire autrement, parce qu'encore une fois, ou autrement, c'est de faire ce que font aujourd'hui, puisque je suis business angel dans une start-up, donc moi je vois l'autre côté maintenant de la chose, qui n'est pas que d'ailleurs satisfaisant pour moi en soi, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont des idées, qui sont certainement très intéressantes, parce qu'ils les mettent en place et on y croit, parce qu'ils trouvent des gens comme moi pour les aider à les financer, mais ils perdent leur âme et leur énergie, je pense, par la facilité de cela. Aujourd'hui, une start-up pour des jeunes, c'est je monte le truc, je fais ça pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, si ça vaut pas 3 millions, je mets la clé sous la porte et puis je fais autre chose. Et en même temps, je fais autre chose parce que j'ai rien mis de ma poche, quoi. Donc c'est entre guillemets un peu facile. Donc je crois qu'aujourd'hui, mais c'est la tendance. Hein, je dis pas aujourd'hui que pour développer une entreprise, il faut revenir comme moi j'ai fait la mienne. Mais parfois, quand étant des deux côtés, je mesure bien la différence de comportement et de mentalité qu'il y a pu y avoir lorsqu'on est son propre chef d'entreprise et à la tête de sa propre entreprise. Et lorsqu'on a une bonne idée que l'on fait financer et sur lequel on veut aller vite. Mais je crois que notre société veut qu'on aille de plus en plus vite. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce schéma que moi j'ai employé, il est certainement de moins en moins adapté. En tout cas, il ne s'adapte plus dans les technologies qui sont celles que j'utilise et qui sont les technologies, les NTIC. Hein. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement les schémas qui sont pris. Maintenant, on a aujourd'hui mais je pense que demain, on aura des chefs d'entreprise qui seront plus que des dirigeants d'entreprise, mais pas des chefs d'entreprise. La nuance, elle est subtile, mais à mon avis, elle a son impact. Merci. Alors, est-ce que comment vous diriez votre évolution sur ce côté depuis le début jusqu'à aujourd'hui? L'évolution de l'entreprise ou personnelle? Du financement. Bon, les indicateurs sont très faciles. Hein. Vous avez un banquier, un commissaire aux comptes et un cabinet comptable. Donc, et puis vous avez des fonds de roulement qui vous parlent de la santé de votre entreprise, des bilans bien évidemment. Donc, comme toute entreprise qui a dû beaucoup investir et avec une clientèle exigeante, parce qu'encore une fois, quand j'ai monté ces produits-là pour des grands sites, l'échec était interdit, je dirais même l'insatisfaction était interdite. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup investi et dû parfois jongler entre ce que je pouvais avoir comme trésorerie dans l'entreprise et ce que je pouvais demander à mes clients pour m'aider à la développer. Mais j'allais dire, ça s'est fait comme parfois on peut l'avoir dans une entreprise qui a un service R&D important. Donc j'ai eu des années où le banquier me recevait avec le visage fermé et puis pas des menaces, mais en tout cas pas d'aide à poursuivre l'année d'après. Et puis bon, je dirais ces dernières années, je dirais c'est l'inverse, c'est le banquier qui vient me voir avec le sourire, puis moi qui le reçois comme les autres, voilà. Mais ça fait partie là aussi, ça fait partie de l'entreprise, ça fait partie de ces cycles. Hein. On est dans des cycles, ça fait 30 et quelques années, donc on est dans des cycles qui font que si on n'est pas vigilant à rester toujours sur la crête de la vague, il y a un moment où soit la concurrence, soit le marché change, et puis vous n'êtes plus dedans, et puis vous vous retrouvez dans une situation où vous devez réinvestir, où structurellement vous êtes trop important par rapport à votre chiffre d'affaires. On parlait à midi du yield management. Aujourd'hui, un bon chef d'entreprise, il doit surtout anticiper ça, parce qu'on sait qu'on a tous des cycles, on sait que les entreprises ont toutes des cycles, on le voit aujourd'hui à travers ce qui est dit par les médias. Il n'y a pas une entreprise, quelle que soit sa taille aujourd'hui, qui ne rencontre pas des difficultés. Le but, c'est d'avoir 2 coups d'avance, c'est comme aux échecs, quoi. Si on a 2 coups d'avance, par rapport à soi-même, là, cette fois, on peut essayer de passer au travers des grosses crises. Et concernant toujours les concours bancaires,
Est-ce que vous avez des critères pour choisir les banques ou Oui, mais j'allais dire, avec les banques, c'est comme avec beaucoup d'autres similitudes dans la vie. Il faut remettre en cause les relations régulièrement. Parce qu'autrement, j'allais dire, le confort s'installe, c'est vrai avec les banques, c'est vrai avec les assurances, c'est vrai. À partir du moment où vous créez une relation qui n'est plus une relation commerciale, mais une relation partenariale, ben, il y a un des deux partenaires qui essaye toujours de gagner après ce qu'il a perdu avant. Parce que pour venir vous voir, ben, il va faire des efforts financiers, moins sur les agios, plus sur les concours bancaires, etc. Et puis ben, après, ben, son but à lui, c'est de récupérer ce qu'il a perdu. Et votre but à vous, c'est de ne pas lui donner. C'est comme votre salaire dans l'entreprise. Hein. On sait très bien que la meilleure augmentation que vous aurez demain, si vous rentrez dans une entreprise, ça sera le moment de l'embauche. Hein. Après, on vous augmentera toujours sur votre salaire de base. Hein. On dira, bah oui, on va te donner 5%, 2%, et c'est bien, hein. Tu es le seul à l'avoir. Oui, mais si vous avez perdu 500 € à la base, le temps de les rattraper, il vous faudra un peu de temps, quoi. Alors pour vous, pour votre entreprise, est-ce que vous pensez que l'introduction en bourse serait une bonne idée? Ça a été envisagé, mais ça a des contraintes. Ça a des contraintes lourdes. Ça demande une organisation et ça demande une expérience que je n'avais pas. Donc je ne l'ai pas envisagé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, Audrey Karmer. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de la formation. Donc, on aimerait savoir comment se passe votre processus de formation, vos transferts de connaissances. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nos clients ont cette particularité. Bon, on a un cycle de formation à l'installation de nos produits comme dans n'importe quelle entreprise classique. Mais à la différence d'une entreprise classique, donc il y a de temps en temps des changements de collaborateurs, donc qui nécessitent parfois des formations complémentaires. Nous, on a beaucoup de lieux touristiques qui sont saisonniers, c'est-à-dire qu'ils ouvrent, je parlais du week-end de Pâques, qui est le premier week-end touristique qui commence, et ils ferment au mois d'octobre. Voilà. Donc pendant 6 mois, le parc est fermé et les collaborateurs s'en vont. Donc lorsqu'il va réouvrir, il y a une forte chance que ce ne soit pas, hormis sur certains postes clés, que ce ne soit pas les mêmes collaborateurs qui reviennent que ceux qui sont partis. Donc ce qui nécessite de nouveau une formation complète ou complémentaire pour ces gens-là. Donc ça veut dire que chez nous, on a un service formation qui est dimensionné pour apporter à nos clients ce service-là. Et en même temps, on a inconvénient, parce qu'on a en définitive au moins 3 ou 4 métiers différents dans notre solution. On a le métier de la restauration. Et donc souvent nos clients emploient des gens qui viennent de la restauration classique ou de la formation de la restauration classique. On a le monde de la boutique, donc du commerce. Et puis on a le monde, alors qui est un peu plus spécifique, de la réservation et de la billetterie. Donc on essaye, nous, d'avoir des collaborateurs, que ce soit d'ailleurs en hotline ou en formation, on essaye d'avoir des collaborateurs qui soient spécialisés par métier. Comme ça permet de mieux communiquer avec nos interlocuteurs d'en face, qui sont souvent des experts métiers de leur métier. Donc aujourd'hui, c'est vrai que sur certains sites, une formation chez nous peut être une part importante du budget et du temps à consacrer, parce qu'en définitive, c'est derrière toute l'exploitation. Alors, aussi bien l'exploitation du quotidien, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui rentre, que l'analyse, on parlait tout à l'heure du yield, que l'analyse, on a pas mal d'éléments statistiques qui vont permettre d'analyser la fréquentation, le typologie de fréquentation en fonction de la journée, s'il a plu le matin, s'il a fait beau, s'il était prévu qu'il pleuve depuis la veille, donc, etc. Parce que tous ces paramètres-là vont avoir une influence. Alors maintenant,
La météo sur portable est assez fiable, donc maintenant on peut anticiper à 4-5 jours une balade dans un parc touristique ou autre, mais fut une époque, ce n'était pas vraiment le cas. Donc vous leviez le matin, mais si vous étiez à Vannes et puis que vous vouliez aller à Brest, s'il pleuvait à Vannes, vous n'alliez pas à Brest, alors peut-être qu'à Brest il faisait très beau. Donc on a mis tout un tas d'analyses statistiques qui ont pu permettre à nos clients de pouvoir faire varier leur offre en fonction de paramètres. Voilà. Alors les paramètres, si c'est les vacances scolaires, enfin tout ce qui peut aujourd'hui influer sur la fréquentation du lieu. Et c'est surtout là aujourd'hui où on a une grosse formation, pour en rester à la formation, parce que là on est sur des outils de gestion et de décision, de se dire j'ouvre, alors ça peut être idiot, hein, j'ouvre un point de vente en plus ou pas, et donc le coût de gestion n'est pas le même pour... Par contre, si vous attendez 2000 personnes et que vous en recevez 6000, si vous n'avez pas prévu en conséquence, voilà, vous vous exposez. Alors, avec aujourd'hui les éléments que vous utilisez tous, hein, les TripAdvisor, etc., aujourd'hui la communication virale est tellement importante qu'ils sont de plus en plus figés et de peur par ce qui peut se passer, chez eux, quoi. Donc, les incidents techniques, tout ce qui peut dire que derrière, ils n'ont pas été à la hauteur sur telle ou telle journée, ça les crispe. Très bien, merci. Concernant la prise de décision, comment se passe votre processus de décision? Avec quels collaborateurs? Aujourd'hui, il y a un comité des sages, enfin, en tout cas un comité de direction. Alors, aujourd'hui, pour moi, il y a deux éléments. Il y a l'élément, la stratégie, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui demain va nous permettre d'évoluer, va nous permettre de regarder derrière et de conserver le leadership sur le marché. Donc ça, c'est les grandes orientations, les orientations fonctionnelles et les orientations technologiques. Et puis après, il y a des décisions. Alors celle-ci, j'ai 2 ou 3 collaborateurs qui peuvent amener leurs idées et je reste par contre très, très actif sur ce sujet-là. Et après, donc on fait du brainstorming, on fait ça et on soumet ça au comité de direction. Et après, il y a le comité de direction qui, lui, va donner les grandes orientations fonctionnelles par rapport aux équipes, aux besoins, et tout ça adapté, bien évidemment, au budget et au fonctionnement budgétaire de l'entreprise. Est-ce que vous avez des projets d'avenir et si oui, pouvez-vous nous les dire? Oui, celui de ne pas mourir trop vite, mais ça c'est un premier projet personnel. Et en même temps de pouvoir, encore une fois, comme je le disais en préambule, mon rêve d'enfant, c'était de devenir chef d'entreprise. Alors, sincèrement, je pense pas. Alors, ça reste modeste, hein, ça reste tout à fait. C'est pas Google, hein, c'est pas Facebook, mais bon, on a réussi à être identifié comme étant un leader sur un marché qui est pour moi un marché en évolution sur un territoire qui va devenir de plus en plus, on le dit, vous voyez, je parlais tout à l'heure de Siemens, en disant mais non, le tourisme en France, ça sera jamais du parc. Bon, je veux bien, je crois que 30 ans après, le constat est quand même un peu autre, et je pense que ça va encore s'accroître, mais en même temps, si je devais réaliser mon rêve d'enfant, oui, ça y est, je l'ai réalisé. Alors je pourrais dire, je m'en arrête là, mais comme l'être humain a toujours besoin de rêver, moi, ce qui m'intéresse demain, c'est pouvoir encore continuer à apporter, parce qu'on est dans un métier et dans une activité qui est nouvelle par rapport à l'industrie et qui est toujours en recherche permanente d'innovation et de comment accroître encore la satisfaction, l'étonnement du client, et puis donc bien évidemment sa consommation. Alors on le voit avec des choses très traditionnelles, hein. Vous avez vu le petit film sur le Puy du Fou. Donc le Puy du Fou fait sa réussite parce que c'est après Disney le deuxième parc en France en termes de visiteurs, avec plus de 2 millions de visiteurs annuels.
Et donc, eux, ils ont basé leurs produits et leur réussite sur l'histoire et sur le spectacle vivant. Hein. Tous les spectacles sont faits sur de l'homme et de l'humain. Donc, vous voyez, on n'est pas dans les technologies, hormis la cinécénie du soir où la pyrotechnique est juste bluffante. Et à contrario de ça, vous avez un parc comme le Futuroscope qui a eu ses heures de gloire dans les années 90, où là, on avait tout basé sur de la techno. Alors après, on avait basé sur de la techno, mais on n'avait pas mis de contenu. Donc c'est pour ça que le Futuroscope a vieilli un peu prématurément. Mais donc, vous voyez, ils sont toujours en recherche tous les sites sont toujours en recherche de nouvelles technos, de nouvelles idées et de nouveaux produits. On le voit aujourd'hui. Pour voir un film en 3D, il y a 20 ans, il fallait être sur un écran au Futuroscope qui faisait 600 mètres, enfin 60 mètres par je ne sais plus combien. Aujourd'hui, vous avez un casque de réalité virtuelle, vous mettez ça sur les yeux. Donc, il y a encore plein de choses qui se font et qui vont se faire. Et moi, je reste très friand sur, justement, on en parlait tout à l'heure avec la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Ouais, je pense que c'est sur ce créneau-là qu'il faudra que je porterai plutôt... Mais en même temps, c'est ludique, c'est bien. Je trouve que c'est intéressant. Donc du coup, ça vous a déjà intéressé de développer d'autres logiciels que la billetterie? Oui, bien sûr. Oui, alors déjà, bon, alors il faudrait dire autre que le logiciel de gestion, parce que on fait jamais ni plus ni moins que de la gestion à la base. Mais après, pour passer de l'autre côté du sujet, oui, faut travailler avec des gens qui savent faire du dessin animé, du graphisme. Oui, il y a des idées encore. Maintenant, il y a aussi des structures qui se sont... Aujourd'hui, dans beaucoup de lieux dans lesquels je vais, la technologie, quelle qu'elle soit, elle est utilisée par les scénographes, elle est utilisée dans... Voilà, aujourd'hui, on est parfois, nous, interconnectés avec tout ça. Hein. Vous allez au CIO, par exemple, au musée olympique à Lausanne. Bon, il y a un certain nombre de choses. Donc, c'est notre système qui gère tout le musée. Mais en même temps, on est interfacé avec beaucoup d'automates et autres éléments parce qu'on est à la fois dans la suivi du visiteur et dans son attrait. Hein. Vous allez, par exemple, chez Bell, le musée Bell, je suis en train de chercher dans le Jura, c'est pareil. Donc, vous avez à la fois une interaction entre notre système, notre badge, et puis des quiz, des jeux, etc. Donc, vous voyez, on travaille parfois, alors soit sur des développements propres, soit sur des développements d'autres structures, à marier le circuit de visite, le ludique, l'instructif et le pédagogique et nos solutions. Je vais changer un peu de sujet, je vais parler de la Chine et on voudrait savoir comment vous êtes implanté en Chine du coup. Comme je vous l'ai dit, un jour je me suis dit où est-ce que ces enfoirés d'Américains sont pas présents sur le marché, sur le monde. Donc j'ai fait tourner la map monde et non, en plus je dirais c'est ça. Hein, je me suis dit. J'ai regardé un peu, alors je m'étais un peu renseigné bien évidemment, puis il s'avérait à l'époque que le département de la Vienne dans lequel j'étais avait commencé à avoir quelques connexions avec Shenzhen et un groupe en Chine. Et donc je me suis renseigné auprès d'eux, je me suis dit bon tiens, et donc on était en 2002. Alors c'est important de dire ça parce qu'après il y a eu les Jeux Olympiques et avant il y a eu l'Expo universelle, ou non l'inverse. Les Jeux Olympiques. Et quand la Chine se met en marche, hein, d'autres l'ont dit avant moi, c'est jamais à moitié, quoi. Donc, parce qu'il y a eu des cycles, on parlait de formation tout à l'heure, il y a eu des cycles de formation pour mettre le chinois à l'anglais qui a été drastique. Hein. Donc, eux, ils sont passés de rien à quasiment mieux qu'un Français en langue anglaise, y compris les chauffeurs de taxi, y compris tout ça. Hein. Donc moi, quand je suis arrivé en 2002, là-bas, si j'apprenais pas les 3-4 mots chinois pour pouvoir payer ma note d'hôtel, etc., j'étais incompris et ne me comprenais pas du tout. Enfin, je ne les comprenais pas, ils me comprenaient pas. Donc pendant 3 ans, donc, j'ai profité de ça pour commencer à dire, faisons valoir avec du personnel local notre savoir-faire. Et comme c'est un peuple qui aime beaucoup le jeu, et le loisir, donc c'est un peuple qui est très consommateur. Et quand je dis très consommateur, c'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre beaucoup d'argent pour
pour visiter un parc par rapport à leur salaire. Et à partir de là, ils se sont très vite intéressés à nos solutions parce qu'ils n'avaient rien ou pas grand-chose. Puis en même temps, comme je le disais tout à l'heure, ils avaient des systèmes qui étaient très permissifs, donc ils avaient beaucoup de coulées. Donc ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on a assez rapidement gagné les grands parcs, les grands musées à Shanghai, à Shenzhen, etc. etc. Et donc on s'est fait connaître comme ça. Et j'ai assez rapidement pu, parce que c'est vrai qu'à l'époque, les salaires là-bas étaient quand même beaucoup moins importants qu'ils sont devenus et qu'ils ne l'étaient en France. Donc j'ai pu rapidement dupliquer le modèle français sur un modèle chinois avec un peu de R&D, des formateurs, des techniciens, etc. etc. Mais j'allais dire, voilà, alors chacun diront que c'est de la chance. Moi, je dirais que c'était de l'opportunité. J'aurais pu ne pas le faire. J'aurais dû ne pas le faire. Si j'avais écouté tout le monde, j'aurais dû ne pas le faire. J'avais pris la décision de le faire et j'ai vraiment vu, alors ça c'est culturel plus qu'économique, je regrette de ne pas avoir connu la Chine même des années 80-90 parce que moi j'ai vu déjà la métamorphose des années 2000 à 2015, 2017 maintenant. Bon, c'est phénoménal, mais ce qui a été avant était phénoménal. Mais comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est que le chinois va très vite et il marche de manière très disciplinée. Donc si on lui dit faut pas faire ça ou faut faire ça, il va le faire. Donc malgré le nombre qu'ils sont et malgré leur... ils ont encore un système dans leur tête qui est encore très, très attaché à leur histoire et au communisme. Donc si on leur dit faut faire, ils font. Et ils font vite. Et ils sont loin d'être idiots. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Florian veut poser une question. Bonjour, Florian Osier. J'aimerais bien revenir sur la question des recettes. Comment sont élaborés vos contrats? Est-ce que ça dépend des commissions par rapport à la fréquentation des structures ou simplement des contrats signés au préalable? Voilà. Alors il y a eu plusieurs. Alors nous on a qu'un seul modèle. Enfin on a deux modèles économiques, mais qui sont attachés à deux produits différents ou à deux prestations différentes. Mais effectivement, votre question peut selon les structures concurrentes à la mienne et selon les activités, ont les deux effets. Nous, on fonctionne prix de licence, après un prix de redevance annuel pour les évolutions, la maintenance, etc., etc. Donc on est vraiment dans un schéma classique. Je crois que vous avez un SAP chez vous, quelque part, une formation SAP. Donc voilà, on est vraiment dans le même schéma d'un éditeur de logiciels de gestion d'entreprise. Après, effectivement, dans le sport principalement, le FIS est attaché à... Donc il y a un prix, un pourcentage au billet et éventuellement un pourcentage au contrôle d'accès, puisque un pourcentage au billet maintenant, vu que le billet est acheté par Internet, etc. Donc c'est pas forcément les mêmes canaux de distribution. Donc le fournisseur ne prend plus la même somme. Donc il y a également maintenant un pourcentage qui est pris au contrôle d'accès. Donc voilà. Mais par contre, quand on est nous sur la vente en ligne, là c'est un prix, enfin, c'est un tarif qui est pris soit sur l'utilisateur final, soit chez le client selon sa politique commerciale. Et sur les contrats préétablis, quels sont vos arguments pour renégocier vos contrats? Autre que les... Je dirais le contrat, alors, quand il est renégocié, alors, pour autant qu'il est souvent nous attaché à une durée, hein, donc on l'attache à 3 ans, donc pendant 3 ans il n'est pas renégociable si le périmètre fonctionnel ne change pas. C'est-à-dire que si le client recommande des éléments ou au contraire se sépare d'éléments, bon là c'est une clause de révision du contrat. Autrement, nous on a une règle pour inciter et favoriser l'investissement de nos clients, c'est que plus le produit est obsolète et plus le contrat monte, quoi. Donc ce qui fait qu'à un moment le client sent l'intérêt de passer aux évolutions supérieures dans nos solutions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Ouais.
Bonjour, Bonjour. Marie Le Bourlou. J'avais une question par rapport à d'éventuels partenariats. Par exemple, est-ce que vous avez eu un partenariat intéressant avec votre cabinet d'expertise comptable? Comment ça s'est passé? Comment la relation s'est développée? Et qu'est-ce qu'un chef d'entreprise comme vous attend par exemple de son expert comptable, parce que moi c'est mon domaine, pas pour l'instant mais bientôt j'espère. Et qu'est-ce qu'un chef d'entreprise comme vous attend de la relation avec un expert comptable dans son développement et dans son accompagnement? Alors, est-ce qu'on travaille avec stratégiquement ou en termes avec notre cabinet comptable? Non. Pourquoi? Parce que lui, souvent ce sont des gens qui sont régionaux et pas tellement nationaux. Par contre, on travaille beaucoup avec des grands cabinets comme Ernst & Young, comme Deloitte. Là, oui, on travaille beaucoup. Alors, parce qu'à la fois, on est c'est des cabinets d'organisation d'entreprise, hein, et donc eux, à la fois, ils sont au cœur de l'entreprise, et à la fois, comme nous, on vient également s'immerger dans le centre de gestion, donc on travaille souvent avec ces cabinets-là. Et donc souvent, on est en partenariat où ils sont en audit de nos solutions par rapport à leurs clients. Et alors ça, c'est le côté commercial. Alors le côté au niveau gestion, enfin au niveau... l'objectif, moi c'est ce que je fais régulièrement, mais aussi bien, le but c'est toujours de sécuriser tout le monde, parce que quand vous alors il faut déjà soi-même être sécurisé de ce que l'on va dire et de ce que l'on va faire, mais l'objectif quand on est un chef d'entreprise et que l'on veut ménager la relation avec ses partenaires importants que sont les banques et le cabinet comptable, parce que ils n'ont pas un droit de vie ou mort, mais ils ont quand même une influence importante dans les messages qu'ils font passer. Alors, selon si vous êtes Poitevin et que vous avez un cabinet comptable parisien et un banquier Poitevin, bon, ça se communique pas bien. Mais si vous avez un cabinet comptable Poitevin, un banquier Poitevin, comme ils se retrouvent dans les buffets, dans les restaurants régulièrement, donc à un moment on arrive à parler de vous. Donc quand on arrive à parler de vous, autant qu'on essaye d'en parler le mieux possible. Donc l'objectif c'est toujours d'amener des stratégies d'évolution qui les sécurisent et en même temps qui soient tenables. Parce que si vous leur dites, t'inquiète pas, je vais faire 10 millions de chiffre d'affaires et puis que vous en faites 5, l'année d'après, vous allez avoir quelques soucis. Donc l'objectif, c'est toujours d'être dans... Je dirais, pour moi, c'est un peu comme avec son médecin de famille, quoi. Faut être le plus transparent possible. Et si vous êtes sincère dans ce que vous dites et si vous êtes dans la bonne dynamique avec eux, c'est des partenaires importants parce qu'encore une fois, c'est eux. Moi, chaque fois qu'on fait chaque année, on a bien évidemment le suivi comptable et on a également les réunions du pool bancaire qui, en même temps, dans lequel moi je convie à chaque fois le cabinet comptable qui lui anime cette réunion-là, donc ce qui prouve bien que c'est pas moi qui influence l'un ou l'autre, mais c'est bien le cabinet comptable qui est convaincu de ce que je lui ai dit, qu'il l'a vu dans ses éléments financiers, qu'il le traduit au banquier de manière à ce que tout le monde soit sécurisé et ne m'empêche pas de bien dormir la nuit. Pour ce témoignage, alors pour conclure, j'ai une dernière question, Monsieur Tomaszek. Vous êtes devant des étudiantes et des étudiants, peut-être de futurs chefs d'entreprise, créateurs d'entreprise. Quels conseils vous leur donneriez vraiment prioritairement pour se lancer dans cette aventure de création d'entreprise? Bien sûr, alors Patrice, justement, je te voulais demander de venir si ça ne te dérange pas. Et bien voilà. Alors, moi, je pense que l'échec que j'ai connu, on le retrouve de la même façon aujourd'hui. Hein, parce qu'encore une fois, la nature humaine étant ainsi faite, on se sent toujours plus fort de partir sur des projets
en groupe ou en meute, hein, j'allais dire. Donc, alors la meute, ça peut commencer à 2, ça peut aller à 3, etc. Donc on se dit, bah tiens, on le voit d'ailleurs parfois dans les groupes musicaux, hein, on dit tiens, chacun, on s'entend bien, on met un groupe, et puis au bout de 2 ans, tout le monde se tape dessus, et puis le groupe explose parce que il y a plus de synergie, il y a même plus d'entente possible. Malheureusement, parfois les impacts économiques, quoique pour une entreprise, sont les mêmes. On part sur des idées, alors soit des idées techniques, soit on associe un technicien, un financier, et puis un commercial. Et puis, si le projet est tout de suite viable, tant mieux, là, certainement que l'entente se fera. Et que ça durera, alors peut-être pas de vitam aeternam, mais ça durera assez longtemps pour que l'entreprise prenne son envol et après trouver des solutions, soit de recapitalisation par l'extérieur, soit d'échange d'actions entre les actionnaires. Mais pour moi, ce qui compte beaucoup, si l'idée est bonne, et si c'est pas un problème d'idée ou de destination de structure, c'est le vrai facteur d'échec, ça reste encore un facteur humain. Et ça restera toujours, à mon avis, la réalité. Et je le vois aujourd'hui. Hein. Moi, je suis actionnaire dans une entreprise dans laquelle il y a un groupe qui est co-actionnaire avec moi, et c'est 2 associés qui sont à la tête de ce groupe. Ça fait 35 ans qu'ils sont associés, mais ils vivent dans le même pays, ils se connaissent, etc. Mais j'allais dire, globalement, ils ont des personnalités, ils se voient jamais, hormis leur seul intérêt, c'est l'intérêt de l'entreprise. Et ils n'ont aucune affinité ensemble, ils ne partagent rien ensemble, etc., etc. Donc je crois que c'est un peu la réussite ou l'échec que l'on peut avoir. C'est toujours la confiance que l'on met dans l'autre pour développer son idée ou la co-développer. Et puis à un moment, la vie fait que, ou les personnalités font que. Et souvent l'échec passe par la trahison ou la frustration ou la mésentente entre les personnes. Et ça se voit assez régulièrement, hein, dans toutes les entreprises, qu'elles soient start-up ou qu'elles soient des entreprises familiales parfois ou des PME comme j'ai pu avoir. Donc ça a été moins mon échec, ça m'a coûté très cher parce qu'on a un peu, quand on a un peu d'orgueil, j'ai viré mon associé, j'ai payé ce que je lui devais et j'ai gardé tout le reste des dettes. Bon, donc j'ai fait un péché d'orgueil, mais un péché d'orgueil qui m'a impacté fortement. Mais je crois que derrière, ce que je peux vous dire par rapport au message à faire passer, moi le message c'est de me dire qu'aujourd'hui cette nature, alors soit on a une envie comme moi je l'avais de faire quelque chose pour soi, mais le chemin n'est pas forcément très simple parce que vous allez voir que gérer une entreprise, alors aujourd'hui on le voit quand on est salarié, on le voit avec ce que donne le système français, avec les horaires, les avantages, les RTT, etc. etc. Et puis toutes les conditions qui vont derrière. Mais quand on est de l'autre côté, qu'on est un chef d'entreprise, il faut aussi tenir compte de tous ces paramètres-là et développer une entreprise avec des contraintes parfois qui sont antinomiques par rapport à l'énergie que nécessite une entreprise pour son développement. Bon, c'est parfois compliqué. J'ai un fils d'un de mes amis que j'ai connu très jeune et qui maintenant a créé une start-up sur Bordeaux. Il y a 25 ans, 26 ans. Bon, ils sont 40 collaborateurs, enfin ils sont 2 associés, il y a maintenant 40 collaborateurs dans l'entreprise. Eh bien, j'étais avec lui avant-hier. C'est vrai qu'aujourd'hui, 26 ans, aujourd'hui, sa principale difficulté dans sa croissance et dans sa motivation du quotidien, ça reste les 40 collaborateurs. Alors même s'il y a ses locaux, bon, c'est à Bordeaux, c'est sympa. Il a fait des locaux, un peu à la start-up ou à la Google. Donc il y a des espaces de convivialité, il y a une cantine, il y a des trucs qui sont très adaptés à la recherche des jeunes. Mais malgré tout, on veut un système américain dans son principe de convivialité et de mode de travail. Je veux pouvoir arriver quand je veux, mais par contre je pars quand je veux,
qui est parfois un peu antinomique avec une législation et une règle française du travail. Donc ça, à mon avis, c'est l'ambiguïté que je vois poindre entre l'intention que l'on peut avoir et la motivation que l'on peut avoir à développer une entreprise en France et le côté législatif qui est parfois un peu contraignant, voire même souvent contraignant. Mais bon, notre président actuel doit pouvoir amener des solutions, en tout cas des placebos pour que ça s'améliore dans nos esprits. Donc croyons-y. Et surtout, ce que je dis, si vous avez des idées et la motivation, faites-le. Et puis si demain vous vous rendez compte que c'est impossible ou trop lourd en France, vous ferez comme beaucoup de chefs d'entreprise, vous irez le faire à San Francisco ou en Écosse ou à Dublin, j'en sais rien. Mais si vous avez une idée et que vous y croyez, je serais le dernier des imbéciles à vous dire ne la faites pas, quoi. Rentrez dans une entreprise. Parce que le plaisir que vous aurez et la satisfaction de la réussite que vous pourrez avoir dans ce type d'expérience, vous ne le retrouverez nécessairement pas ailleurs. Même si vous devenez demain numéro 1 d'une entreprise, vous aurez toujours une hiérarchie, un actionnaire, etc. Vous ne serez jamais maître de votre destin. L'entreprise, c'est ce que j'ai voulu, c'est être maître de mes idées et maître de ma vie. Voilà. Ça n'a pas que des avantages, mais ça en a quand même des gros. Une toute dernière question et on va conclure. Bonjour monsieur, j'aurais aimé savoir rapidement du coup comment vous êtes passé d'une entreprise, à savoir IREC en 85, à aujourd'hui 5 entreprises en passant d'une écurie automobile et à l'immobilier. Voilà. Alors ça c'est de la diversification à la fois loisir, plaisir et structurel. Je dirais à un moment, quand on a œuvré pour l'alimentaire, on a besoin derrière parfois de se donner d'autres objectifs. Comme je le disais tout à l'heure, je suis arrivé à un âge où, alors je ne dirais pas si à 50 ans on n'a pas sa montre Rolex qu'on a raté sa vie, mais je dirais simplement qu'il y a un âge où on doit à peu près marier son plaisir de vivre et son plaisir de travailler. Bon, je me suis donné beaucoup de plaisir à travailler parce que j'ai eu l'avantage de travailler dans un milieu plaisant en soi, parce que comme je le disais, qu'il n'y avait pas de tabou, qu'il n'y avait pas de mémoire, qu'il n'y avait pas d'histoire plus exactement. Donc on a tout développé et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire dans ce métier-là. Et puis maintenant, je trouve qu'effectivement, il faut parfois laisser aussi aller ses passions. Donc ses passions, et puis en même temps, sur certaines choses, je pense à moi, et puis sur d'autres choses, je suis comme tout parent, je pense à mes enfants derrière, qui auront besoin aussi d'assurer leur vie. Merci bien. Alors j'aimerais qu'on remercie très chaleureusement M. Tomaszek pour ce témoignage précieux qui augure effectivement peut-être de belles conférences ultérieurement. Je voudrais qu'on remercie également M. Mohamed, donc enseignant au département GEA, qui est à l'initiative de ce projet. Je te remercie, Mehdi. Remercie également les étudiants et les étudiantes qui ont posé de très bonnes questions. Vraiment, c'est à remarquer. Bravo à vous. Merci aussi de votre présence. Je vais laisser la parole à M. Kermanvan, donc directeur de l'IUT. Vas-y, Patrice. Merci pour votre écoute et puis surtout, pour la prochaine conférence, faites circuler qu'il y ait plus de monde. Merci à vous.